Et bienvenue sur ce webinaire en partenariat avec Jump. Donc nous, on est Sixième Homme, on est une plateforme qui met en relation des consultants indépendants avec des entreprises ou des cabinets de conseil qui cherchent des missions. Donc on est une plateforme qui est spécialisée dans les métiers du conseil. Donc on va plus accompagner des consultants que des profils, on va dire, techniques, même si on a quelques missions un peu plus techniques qu'on propose de temps en temps. Mais notre focus va être sur le conseil et les consultants indépendants. Donc, ce qu'on couvre par conseil, on a quatre familles d'expertise. Donc, le conseil en orga et management. Donc, tout ce qui est change management, process, orga, PMO, direction de projet, intelligence collective, etc. Ensuite, on a le conseil au DSI, donc CIO Advisory, donc stratégie IT, architecture d'entreprise, cybersécurité, conseil en déploiement RP, etc. On a de tout ce qui est projet et produit. Donc là, on va être sur des profils un peu plus généralistes de product owner, product manager, PMO, MOA. Donc vraiment des profils qui vont s'intégrer sur des projets long terme et qui vont accompagner des clients sur de grands projets de déploiement. Et ensuite, on a une expertise data. Donc là, on est plus sur des profils vraiment spécialisés data, management, stratégie, gouvernance, IA depuis assez peu. Et parallèlement à tout ça, on a pas mal d'expertises métiers, donc qui sont des expertises transverses, où là, on va couvrir des expertises métiers. Donc, par exemple, achat, finance, RH, marketing, des niches comme numérique responsable, etc. Donc, en quelques chiffres, Sixième Homme, on a 20 clients actifs en ce moment, plus de 35 missions réalisées en cours en 2023 et 2024. 3000 consultants actifs sur la plateforme et sur notre Slack sur lequel on a pas mal d'interactions entre freelance. 740 € de TJM moyen et quasiment une parité homme-femme, donc 42% de femmes et 58% d'hommes. En termes de référence, donc comme je vous ai dit, on travaille beaucoup avec des clients directs comme LVMH, Maison du Monde, Leroy Merlin, Total Energy, mais également avec des cabinets de conseil comme Stanwell, SIA Partners, donc des cabinets de conseil qui font appel à nous pour augmenter leurs effectifs ou pallier à des absences de ressources internes qu'ils ont et qui nous proposent aussi des projets très intéressants. Donc, quelques exemples qu'on a fait de missions. Donc, avec Veolia, on a fait de la chefferie de projet, du change management sur un outil de déploiement GMAO. Sur Mobilize, on a fait du DAF de transition, donc un expert finance qui a accompagné un gros déploiement de projet SAP. On a des architectes d'entreprise chez Leroy Merlin. Chez Total Energy, on fait du product management et de la gestion de projet de manière générale sur de la refonte de sites e-commerce. Chez Sodexo, on a des product owners mobiles, donc c'est sur des applications mobiles. Et sur LVMH, on fait du change management sur un déploiement d'un outil ITSM. Donc voilà, on a pas mal de missions assez variées, conseils. Donc si vous êtes un profil consultant et que vous cherchez une mission ou que vous voulez connaître, faire connaissance avec d'autres consultants indépendants, bienvenue sur Sixième Homme. N'hésitez pas à vous inscrire ou à prendre contact avec moi si vous avez des questions. Parfait. Merci Omar. Et nous, on est ravis chez Jump d'être en partenariat avec vous. Et du coup, je vais vous expliquer sur ce webinaire quels sont nous tous les conseils, astuces qu'on partage à nos indépendants ou les indépendants qui viennent nous voir pour maximiser les chances de trouver des clients et leur mission. Donc vraiment, l'idée, c'est de couvrir un peu toutes les bonnes pratiques à mettre de son côté pour augmenter la probabilité d'obtention d'une mission. Il n'y a pas une recette magique, sinon ce serait facile. Il y a pas mal de choses et une stratégie à mettre en place. Et en aparté, je ne me suis pas présenté, mais du coup, moi, c'est Léo. Je m'occupe du coup de toutes les équipes en amont chez Jump. Et on accompagne aujourd'hui 2000 indépendants qui bénéficient des avantages salariés en étant indépendants et avec énormément d'avantages et d'optimisation. Donc, le webinaire du jour, ce n'est pas du tout sur le modèle Jump. Si ça vous intéresse, on partagera des liens à la fin pour aller plus loin. C'est vraiment partager l'expertise qu'on a. Moi, je rencontre à peu près 1000-1500 indépendants par mois. Et du coup, beaucoup apportent des questions ou des solutions sur la recherche de missions. Et on a essayé de tout synthétiser dans ce webinaire et aussi dans un livre blanc qu'on a créé, qu'on pourra vous partager. OK ? Donc, on va voir trois grandes parties dans cette session. 1, comment on prépare le terrain
pour mettre toutes les chances de son côté et ce qu'on va appeler créer un bon portfolio. 2, quelles sont les astuces pour trouver ses missions et les différents piliers qu'on peut avoir. Et enfin, 3, un élément à ne pas oublier, c'est comment s'assurer qu'on arrive à concrétiser l'essai. C'est pas parce qu'on a un entretien ou un call pour une mission qu'on l'a forcément trouvée, et donc bien finaliser le processus pour mettre toutes les chances de son côté. Et à la fin, on verra un petit point bonus pour ceux qui seront là jusqu'à la fin. Donc, je vais parler, moi, pendant une vingtaine de minutes. L'idée, c'est de ne pas faire trop long. Posez toutes vos questions, dans l'onglet questions notamment, comme ça, je pourrai les afficher à l'écran au fil de l'eau. OK ? Du coup, première étape, préparer le terrain. Et donc, nous, on appelle ça la création d'un bon portfolio. Et un portfolio, c'est quoi ? C'est ce que moi, j'appelle la vitrine de vous-même, le marketing de vous-même. Vous êtes, en étant indépendant entrepreneur, vous êtes solopreneur, vous avez votre propre activité qui dépend de vous. Et donc, il va falloir faire un petit peu de marketing. Pour certains, c'est naturel. Pour d'autres, c'est difficile. Et donc, le marketing, c'est quoi ? C'est juste savoir un peu qui vous êtes, ce que vous faites, et est-ce que les gens autour de vous le savent et vous êtes visible pour votre expertise. Donc, premièrement, si ce n'est pas fait, pensez à créer ce portfolio qualitatif. À minima, votre profil LinkedIn de manière propre, bien pensé, je reviendrai dessus. Et sinon, vous avez d'autres manières de le faire. Ça peut être sur un site web, en tout cas que ce soit en format digital aujourd'hui, dans lequel vous aurez un soin apporté au design, notamment pour ceux qui ont peut-être des expertises sur ces sujets-là, bien mettre des chiffres en avant, ce que moi j'ai appelé des flagships avec des éléments concrets, et du coup potentiellement mettre ces recommandations dedans pour rassurer sur l'expertise et le professionnalisme. Et donc ce portfolio, c'est votre vitrine. Retenez ça, comment votre vitrine est à jour, est bien propre et reflète ce que vous voulez sur le marché dans lequel vous allez opérer. Le format, il peut être très large, et c'est pour ça que je vous dis, soignez d'abord, moi je vois trop de profils LinkedIn qui ne sont pas soignés, votre profil LinkedIn, c'est important, et ensuite vous pouvez embarquer d'autres éléments en fonction de votre secteur d'activité, et à minima, vous pouvez soit avoir les éléments sur un Notion pour pouvoir l'illustrer un peu plus fortement, rajouter un peu plus de concret, mais à minima sur LinkedIn, allez soignez-le et diffusez-le, et mettez des mots-clés, on va le voir, pour être visible. Pour info, c'est à peu près 2/3 sur des études qu'on voit, des clients qu'on peut acquérir qui viennent de l'inbound. Et donc, c'est hyper important parce qu'il y a un marché autour de vous qui va émettre une demande et rechercher des choses. Et donc, vous, il faut que vous puissiez répondre de manière automatique à cela. Et donc, pour être bien fin, il va falloir être précis sur son expertise. Il y a de plus en plus d'indépendants. Et donc, ce qui compte, c'est vous, comment vous allez tirer votre épingle du jeu. Sur quoi vous allez faire votre différence. Et du coup, quels sont également les besoins, les mouvances, les problématiques du marché autour de vous. Quelles sont ces problématiques-là? Et est-ce que vous pouvez y répondre et vous êtes visible sur cette problématique-là? Si vous avez la possibilité de créer du contenu, forcément, vous allez augmenter votre professionnalisme et votre visibilité et vous allez créer un cercle vertueux. Créer du contenu, ça peut aussi juste diffuser des choses sur LinkedIn ou l'intégrer dans votre portfolio. Et en plus, si c'est embarqué sur des sites web, potentiellement, ça peut permettre d'avoir un petit peu de référencement autour de cette expertise-là. En tout cas, pensez à qu'est-ce qui fait votre différenciation et est-ce que cette différenciation est suffisamment explicite? On le verra notamment sur la partie liée aux plateformes. Et un des enjeux derrière, pour bien préparer le terrain, une fois que vous avez votre portfolio, c'est de développer votre réseau. Votre réseau, il a plusieurs cercles, votre réseau personnel, votre réseau professionnel et les réseaux autour adjacents, notamment via des communautés, via différentes sphères que vous pouvez rejoindre liées à votre domaine d'activité. Et du coup, c'est pour ça, Sixième Homme est un partenaire qui peut vous aider. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir être visible et créer des cercles vertueux. Et le dernier point sur la préparation, c'est d'avoir une stratégie. Attention, ces sujets de prospection peuvent être très longs et donc gardez le cap. Dites-vous, voilà, c'est quoi les grands milestones, les grands objectifs que je me fixe sur cette prospection et comment ça s'intègre dans mon agenda. Au tout départ, si vous n'avez aucun client, c'est votre priorité et donc vous allez mettre beaucoup de temps sur le sujet, mais gardez un cap. Fixez-vous votre roadmap sur ça pour pas
partir dans tous les sens et essayer d'être bien stratège dans votre approche avec des objectifs hebdomadaires pour avancer sur ces sujets-là, en networking, en développement de votre LinkedIn, en intégration sur des plateformes, etc. Ce qu'on va voir sur la partie 2, concrètement, c'est quoi? Les pratiques qu'on observe, nous, chez les milliers de freelances qu'on accompagne et qu'on rencontre. Et nous, on n'accompagne que des freelances actifs, donc qui sont capables de facturer des clients. Donc, comment ont-ils fait pour trouver leurs clients? Là, il y a plusieurs approches. La partie 2, c'est comment on peut les trouver. En gros, il y a trois grandes sphères. La première, ça va être les plateformes. C'est bien, mais ce n'est pas du tout une fin en soi. Ça permet surtout de diffuser facilement son portfolio et de voir un peu comment on se positionne sur un marché. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choix. Et donc là, c'est pour ça que je dis, soignez votre portfolio et surtout tirez votre épingle du jeu. Sinon, vous allez être un peu noyé dans la masse. Ensuite, on a les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, ils peuvent être très larges. Les réseaux sociaux professionnels, ça va être les plus importants. Vous pouvez avoir des réseaux sociaux liés par votre domaine d'activité où vous pouvez rejoindre. Et même, il y a de plus en plus de communautés virtuelles, des choses intéressantes que vous pouvez rejoindre. Là, il peut y avoir des opportunités inédites. Il faut juste que vous soyez bien au clair sur qu'est-ce que vous allez y retrouver et quelles actions vous allez mener, parce que vous pouvez vite, pareil, vous noyer dans une perte de temps ou subir un petit peu ces sujets-là. Donc, il faut que vous gardiez le cap. Et pourquoi vous êtes sur ces réseaux? 1, pour parler de votre expertise. 2, pour développer votre réseau. Et 3, pour savoir s'il n'y a pas des demandes sur lesquelles vous pouvez rebondir et potentiellement aller chercher des choses que vous n'auriez pas vues. Et enfin, le plus important, ça va être votre réseau personnel. Quand je dis personnel, c'est les gens que vous connaissez, vous, en propre. Donc, c'est aussi votre réseau professionnel, mais c'est les personnes qui vous connaissent ou que vous connaissez. Et donc, que vous pouvez activer via des leviers que les autres n'ont pas, des leviers directs. Ça, c'est hyper important. Et vous allez le voir souvent, soit par pudeur ou humilité, on n'ose pas solliciter son réseau personnel. Mais c'est important que, ils sachent bien que vous ayez soit changé de situation ou vous êtes sur ce type d'expertise parce que potentiellement, ils vont pouvoir vous mettre en contact de les bonnes opportunités. Et 3, ça s'entretient. Et donc, pareil, dans votre stratégie, il faut intégrer ces dimensions pour avancer semaine après semaine sur les différents éléments. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il n'y en a pas encore dans la partie questions et dans la partie chat. Comme ça, je vais pouvoir revenir dessus et on va pouvoir les afficher à l'écran. Ensuite, sur les plateformes, par exemple, faites la recherche inverse, c'est-à-dire, si je tape mon domaine d'expertise, qu'est-ce qui ressort? Si je tape ces spécificités, qui sont les indépendants? Est-ce que moi, je suis visible? Voilà, faites plutôt les recherches plutôt empathiques à la place des entreprises qui pourraient avoir ces besoins. Et est-ce que vous vous situez bien dans ces requêtes-là? Est-ce que vous êtes présent, pas présent? Pourquoi? Et les personnes qui sont présentes, qu'est-ce qu'elles ont de plus ou de différent de vous? Et comment, face à ces personnes, vous pouvez vous positionner? Bien sûr, faites attention à votre profil, ça revient au portfolio. Soignez votre photo, on est dans une ère du digital. Rajoutez bien des mots-clés. Soyez précis sur des choses. Ne dites pas que vous pouvez travailler partout alors que finalement, vous n'êtes pas très mobile. Voilà, soyez bien précis sur les choses pour éviter de faire perdre du temps à vous et aussi aux recruteurs, aux entreprises, parce que ça peut potentiellement dégrader l'image et les relations. Et enfin, sur la partie réseau, faites-le savoir. Je prends toujours l'exemple du start-upper qui va faire sa déclaration sur BFM Business, etc., parce qu'il a levé des fonds. Ok, très bien. Vous êtes indépendant, donc vous n'allez pas faire ça. Mais par contre, il va falloir que vous communiquiez sur le fait que vous ayez votre activité. Si vous avez démarré, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Vous êtes, vous êtes à votre compte. Il faut que vous puissiez l'annoncer. Il faut que votre réseau qui vous connaisse le sache. Et il faut que vous puissiez le dire. Souvent, j'ai la question, oui, mais je suis encore salarié, je ne peux pas le faire. Bien sûr, vous le ferez le moment opportun, le moment où vous êtes pleinement indépendant et vous pouvez le faire. Mais annoncez-le. Faites un peu un big bang autour de ça. C'est courageux d'être à son compte. Il faut que les gens autour de vous, le relais, et 2, puissent vous aider. Il y a beaucoup d'effets liés à l'annonce du changement et beaucoup de gens qui vont vous ouvrir des portes. Pareil, annoncez-le directement via des emails,
via des SMS, sur vos réseaux proches pour leur dire. Et tout au long de votre aventure, c'est la même chose. Communiquez sur ce que vous faites, communiquer sur des réalisations que vous avez faites. Voilà, en fonction de ce que vous voulez raconter, l'histoire que vous voulez raconter, il va falloir parler de vous. C'est ce que j'appelle le marketing de vous. Et ça, c'est hyper important. Participer à des événements et continuer la prospection. Même quand vous êtes en mission, gardez toujours un temps de networking, de prospection, etc. Pour info, je partage un retour d'expérience qu'on a eu qui s'appelait le Défi Brick. C'était en partenariat avec des influenceurs de création de contenu. Et c'était assez intéressant comme approche. L'objectif du défi, c'était, lié à LinkedIn, pendant 30 jours, chacun devait créer une brique, c'est-à-dire créer un post sur LinkedIn associé à une thématique proposée. C'était beaucoup pour les créateurs de contenu, etc. Donc, c'est plus facile pour eux, mais c'était intéressant. Les gens qui ont fait le challenge complètement, ils ont, augmenté fortement leur réseau et ils ont reçu beaucoup de sollicitations parce que on les a bien cernés, on a vu des réalisations qu'ils avaient faites, on a bien compris leur personnalité et ça a créé pas mal de passerelles dans les entreprises et il y en a beaucoup qui ont eu des opportunités après avoir, si ça leur convenait ou pas, mais en tout cas, ils se sont fait connaître via ce type d'expérience de challenge. Mais en fait, le sous-jacent, c'était, ils ont parlé de leur activité, leur réalité d'indépendant et de concrètement ce qu'ils pouvaient apporter. Donc voilà, ça c'est l'alimentation de son réseau. Ok. Je prendrai les questions. Donc, il y en a 2 qui sont affichées. Je vais les prendre juste à la fin. Et Omar, tu pourras voir aussi dans la partie questions si tu voudras répondre à certaines liées à plutôt des activités de conseil. Et enfin, la partie qu'on peut oublier, c'est bien préparer son entretien, son call pour décrocher la mission. Souvent, on se dit, OK, c'est bon, on m'a sollicité pour cette mission, c'est gagné. Pas du tout. Déjà, on va voir les 2 derniers temps. 1, il faut quand même la décrocher. Et 2, c'est pas parce qu'on l'a que tout est réglé aussi, parce que vous verrez, la fidélisation et créer de la valeur pendant sa mission, c'est essentiel pour derrière avoir des portes qui s'ouvrent et pas des portes qui se ferment. Et donc, ça, je le dis souvent, parce que moi, j'accompagne aussi beaucoup de profils un peu plus tech, etc., qui n'ont pas vraiment l'habitude de la partie marketing, de la partie vente. Ça paraît élémentaire, mais soignez ces entretiens, soignez ces rendez-vous, parce qu'ils sont essentiels. Et c'est à la fin, il reste peut-être 2, 3, 4 personnes, et il n'y en aura qu'une qui sera choisie. Et donc, il y a des choses qui sont éliminatoires. J'ai trop de personnes qui ne préparent pas assez. Préparez ces éléments et soyez super fins à l'écoute, mais soyez prêts. Parce que derrière, vous devez anticiper les objections qui vont arriver. Et faites ce que je dis souvent, moi, parce que je gère des équipes sales, marketing, c'est facile, mais un peu des tests, du shadow. Parlez de votre activité à des gens qui ne le connaissent pas. Comment vous expliqueriez facilement en 2 minutes, en 5 minutes, ce que vous faites à quelqu'un qui n'est pas érudit sur le sujet, à votre petit frère, à un oncle, à une tante. Ça va vous permettre de vulgariser et de prendre un peu de recul sur ce que vous faites et voir est-ce que c'est vraiment très clair et vous l'expliquez de manière simple. Idem, préparez les objections. On va vous questionner sur votre TJM ou votre prix, comment vous le justifiez, pitchez très bien les expériences que vous avez eues. Voilà, préparez-le comme un entretien d'embauche. C'est essentiel et malheureusement, vu l'effort que ça demande d'aller chercher ces missions, on l'oublie parfois et quand on est seul, il faut savoir tout faire. C'est un peu la difficulté. C'est pour ça aussi qu'il faut être entouré de partenaires. Hein. C'est notre rôle avec Sixième Homme qui vont vous aider. Nous, sur la partie après comptabilité, vie d'indépendant, on va vous aider parce que vous avez tellement de choses à contrôler que vous allez forcément avoir de la perte. Et l'idée là, c'est de revoir un peu les éléments essentiels qu'on couvre. Et du coup, la dernière partie, hein, nous, on a beaucoup d'indépendants qui sont sur des missions longues et beaucoup d'indépendants qui renouvellent leur mission. Et c'est un peu l'enjeu clé. Si vous voulez plus prospecter, l'idée, c'est de réussir à fidéliser ses clients. Ça coûte 5 fois moins cher qu'aller en chercher des nouveaux, hein, vu le temps et l'énergie qu'on met pour aller en chercher des nouveaux. Mais pour fidéliser un client, il faut absolument créer de la valeur et soigner sa relation tout au long de la mission. Ça, c'est essentiel, et tant mieux, c'est ce qui crée beaucoup de valeur. Et ce qui est super vertueux dans la relation, c'est que si à la fin, on a très bien fait le job, on a fait l'extra mile, on a bien compris les problématiques, on a été à l'écoute, il y a énormément de portes qui vont s'ouvrir. À minima, pour la suite, hein, des renouvellements de mission ou des prolongations, ou alors sur d'autres éléments, parce que ce qui est hyper important, si jamais la mission s'arrête, c'est d'avoir des recommandations, des next steps qui vont vous aider pour la prochaine mission et vous allez capitaliser sur ça.
Donc, soignez, hein, soignez ça, la valeur que vous créez tous les jours, évidemment, mais pensez, j'ai souvent des indépendants qui me disent « Ah ouais, j'ai été surpris à la fin de ma mission, je ne m'attendais pas à avoir tel retour ou tel retour. » Mais ça s'anticipe. Si vous n'avez pas de feedback, essayez d'aller en collecter, essayez de voir si vous êtes bien en phase avec les attentes de l'entreprise pour aller chercher régulièrement les choses et potentiellement un tout petit peu adapter des éléments, changer 2-3 choses pour augmenter la satisfaction, pour qu'à la fin, ça vous ouvre des portes et non pas que ça enferme. Et quand vous rapprochez de la fin, pensez à la suite. Qu'est-ce qui va se passer si la mission s'arrête par rapport à tout ce que vous avez mis en place? Est-ce qu'on va potentiellement avoir besoin de vous pour faire le service après-vente, le suivi de ce que vous avez mis en place? Il y a des sujets de documentation, de passation, de maintenance. Voilà, il y a des choses qui sont là que vous pouvez anticiper pour aussi préparer la suite et la transition un peu plus en douceur. OK? Et donc voilà, c'est la fin. En gros, pensez à bien savoir fermer et finir une relation, soit parce qu'elle va continuer, tant mieux, et remercier bien le client, vous ouvrez la porte et récupérez du feedback. Et si jamais ça ne vous a pas convenu, vous ne voulez pas continuer, c'est pas grave, il faut toujours finir sur des bons termes parce que ça va vous ouvrir des portes et potentiellement récupérer des recommandations que vous pourrez intégrer dans votre portfolio. Discutez-en avec votre client parce que c'est ça qui apporte beaucoup de valeur et d'assurance. Quelqu'un qui a déjà fait des missions qui sont entre guillemets certifiées, validées, où il y a un retour concret, à toute chose égale par ailleurs, ça donne beaucoup plus de force versus quelqu'un qui n'en a jamais fait. OK. Et donc nous, et là on va répondre aux questions, on est du coup en partenariat avec Sixième Homme. L'idée c'est que vous puissiez trouver, pour tous ceux qui sont consultants, votre mission idéale avec Sixième Homme, et ensuite vous puissiez bénéficier de toute la tranquillité, simplicité et les avantages des salariés avec un gain maximisé avec nous. Et pour ça, on a une offre, je vous repartagerai dans le chat, pour ceux qui nous connaissent via Sixième Homme, vous aurez une offre partenaire de moins 50% sur les 3 premiers mois. Voilà, pour nous, l'idée c'était de couvrir tous les éléments. On va répondre aux questions. Vous pouvez voter si vous le souhaitez sur les questions, comme ça on va prendre celles qui ont le plus de votes, celle de Laurence en premier, et on va les afficher les unes après les autres, donc n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si tu veux la prendre, Omar, celle-ci. Depuis le 9 juin, avez-vous déjà observé des signes chez les clients potentiels qui dénoteraient une inquiétude par rapport à la situation politique et qui ralentirait le démarrage de nouvelles missions? Non, pour l'instant, on n'a rien ressenti, en tout cas pas d'effet immédiat par rapport à ce qui se passe côté politique. Et dans tous les cas, je pense que s'il y a un impact, c'est des décisions qui se prennent assez haut dans le management. Et le temps que ça impacte les projets, ça prend quand même un peu quelques mois, le temps avant de ressentir les effets. Donc, pour l'instant, il faut rester prudent, mais ça s'est pas trop ressenti sur le nombre de missions qu'on reçoit et la dynamique du marché qui commence à reprendre ces derniers mois de manière plutôt intéressante. Top, merci Omar. On va passer à la deuxième question de Bernard. Dans une approche grand compte qui ne passe que par leurs services d'achat pour communiquer leurs besoins, comment procéderiez-vous? Alors, pour être tout à fait franc avec vous, je pense pas que ce soit possible pour les freelances de travailler directement avec les grands comptes. C'est quand même des process qui sont assez longs. Les grands comptes, ils référencent qu'une poignée d'entreprises qui sélectionnent de manière assez stricte et généralement, ils vont favoriser des grandes entreprises déjà en place qui ont plusieurs solutions à proposer et pas des freelances, malheureusement. Et donc, si vous souhaitez travailler avec des grands comptes, le mieux, c'est de passer par des plateformes et comme une plateforme, par exemple. Et sinon, il y a certains comptes avec lesquels vous pouvez travailler en direct, qui ne sont pas des grands comptes, mais des comptes, on va dire, intermédiaires, qui sont de taille des grandes entreprises, mais pas du CAC 40, qui, dans certains cas, ne demandent pas de référencement. Et donc voilà, donc pour simplifier, si vous souhaitez travailler avec les grands comptes, il faut obligatoirement passer par une plateforme, par un cabinet de conseil, par une ESN, donc selon les opportunités. Parfait. Est-il bien vu d'ajuster son TJM en fonction des missions? Et si oui, faut-il l'annoncer en amont pour ne pas fermer des portes avec un TJM trop important?
Moi, personnellement, je pense pas que ce soit une bonne pratique d'ajuster son TJM en fonction des missions. Je pense qu'il faut définir un seul TJM qu'on va proposer, quelle que soit la mission. C'est assez mal vu quand on commence à faire balancer le TJM selon la difficulté de la mission ou le lieu de la mission, etc. Ça fait pas très professionnel, on va dire. Il vaut mieux choisir un TJM, enfin, à la suite d'un benchmark que vous pouvez faire sur des plateformes ou en discutant avec des freelances et se tenir à ce TJM. Ensuite, selon l'opportunité, si jamais le client négocie un peu, vous pouvez ajuster. Donc, vaut mieux définir un seul TJM, s'y tenir, quitte à augmenter un peu son TJM et pouvoir un peu négocier par la suite. Tac. Parfait. Et je crois qu'on a une dernière question là, du coup, clairement pour toi, Omar, sur business model de sixième homme. Oui, donc nous, on prend une commission sur le TJM, comme à peu près toutes les plateformes en place. Donc, on ne touche pas au TJM du freelance. Donc, on prend le TJM du freelance, on rajoute notre commission et on le propose au client. Et généralement, quand il y a des négociations, c'est nous qui faisons un peu baisser notre marge pour que le freelance garde le TJM qu'il a défini dans la plateforme. Tac, parfait. Merci pour les premières questions. N'hésitez pas, donc là, j'ai affiché toutes les questions dans l'onglet questions, hein, à continuer de les ajouter, comme ça on continue d'y répondre. Pour info, chez Jump, donc on arrive ensuite après, hein, une fois que vous avez une première mission, vous avez facturé, et si vous l'avez trouvé via sixième homme, c'est parfait. Vous pouvez bénéficier de nos avantages et nous, on aura un tarif fixe pour vous accompagner dans votre vie de freelance, votre comptabilité, vos avantages. Vous n'avez rien à faire et c'est 99 € par mois. Pour info, si ça vous intéresse d'aller plus loin, pareil, vous avez des liens dans le chat pour découvrir notre modèle. Mais c'est pour tous ceux qui ont déjà un client qui peuvent facturer pour le transformer en salaire facilement. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, merci pour toutes les questions qu'on a eues. Ah, je crois qu'il y en a une nouvelle qui est apparue. Parfait. Est-ce qu'on peut refaire la question sur les grands comptes? Je n'ai pas compris la réponse. Oui, je vais simplifier du coup. Il est quasiment impossible pour un freelance de travailler directement avec un grand compte parce que les grands comptes travaillent qu'avec des entreprises qu'ils ont référencées avant. Les référencements se passent à peu près entre tous les 2 ans ou tous les 4 ans où l'entreprise choisit une poignée de prestataires avec lesquels ils veulent travailler. Et donc, quand on est freelance, on est obligé de passer par une de ces entreprises pour travailler avec un grand compte. Parfait. Merci, Omar. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, vous récupérez le replay par mail juste après de cette session. Vous avez également tous les liens dans le chat qui vous sont partagés. N'hésitez pas, hein, on a encore, nous, quelques minutes. Tant qu'on a des questions, on est là pour vous. Alors, avez-vous des listes d'entreprises de taille intermédiaire ouvertes aux freelance? En fait, il y en a une multiplicité. Tout dépend après de votre Ouais, il y en a beaucoup. Vas-y Omar. Vas-y, Léonard. Non, je disais, moi de mon point de vue, hein, de toute façon, nous, pour info, chez Jump, nos 2000 clients ont facturé à peu près 150 millions d'euros à 4000 entreprises différentes, aussi bien en France qu'à l'étranger, grands groupes, ESN, start-up, etc. Donc, on a vraiment tout type de profils. Certaines entreprises qui ont eu qu'un freelance, qu'une mission, certains qui en ont une vingtaine. Voilà, il y a vraiment tout type de profil. Ce qui compte, c'est quel est votre domaine d'expertise, quel est aussi votre profil, est-ce que vous êtes mobile ou pas, où est-ce que vous pouvez travailler, et après soyez alerte des choses. Donc ça rejoint tout ce que j'ai pu présenter pour bien comprendre son domaine d'activité, quelles sont les offres qui existent et est-ce que vous souhaitez, vous, où est-ce que vous souhaitez postuler. C'est ça, j'ai pas de liste exacte en tête, mais je sais que beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire travaillent directement avec des freelances parce qu'ils ont tout simplement pas de process achat strict. Donc il faut juste n'hésitez pas à rentrer en contact avec du management d'entreprises intermédiaires pour prendre contact, vous faire connaître et peut-être que le jour où ils auront des besoins, ils vous feront appel à vous directement. Tac. Alors, après, j'ai une autre question. J'imagine que ce n'est pas forcément proposé par les grands comptes, mais est-ce que trouver des missions freelance qui nécessitent de s'investir quelques jours par mois est réaliste? Voilà, nous, c'est pareil. Nous, en gros, c'est différent. Nous, on accompagne
tout type d'indépendants. Et donc, nous, on voit tous les cas de figure, hein. On a des indépendants qui ont des missions très courtes ou des missions très parcellaires, des indépendants qui ont des missions sur 24 mois qui sont complètes. Voilà, en fait, ça dépend vraiment de, un, vous, ce que vous souhaitez faire, deux, quel est votre domaine d'expertise, et trois, quelles sont les offres en face. Donc, voilà, après, pour Omar et Sixième Homme, sur les missions de consulting, ce sera plutôt des missions longues, j'imagine, et je te laisserai répondre. Mais tout dépend de votre domaine d'activité et de ce que vous souhaitez faire. Et après, regardez, hein, les offres qui sont proposées. Si vous voyez que c'est que des missions de 24 mois dans votre domaine d'activité, forcément, ce sera plus complexe. Oui, c'est bien ça. Il y a pas mal de missions qui nécessitent juste quelques jours par semaine, voire par mois. Après, la difficulté dans ça, c'est qu'il faut se faire connaître comme expert dans un certain domaine pour être contacté sur ce type d'émission ponctuelle. Donc, si tu souhaites faire du freelancing de cette manière, il faut se faire connaître sur une expertise précise. Comme ça, on fera appel à toi pour compléter des équipes ou pour intervenir de manière ponctuelle sur certains sujets qui nécessitent une expertise et pas forcément une présence à temps plein. Alors, il y a une question un peu technique. Je te laisse prendre, Omar, si tu as la réponse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que T4 2023 et T1 2024 ont été assez calmes du côté du marché du conseil et de la prestation intellectuelle de manière générale, pas forcément que pour les freelances, même pour les cabinets de conseil et les ESN, c'était plutôt calme. Donc, ça commence à reprendre ces derniers mois de manière très intéressante. Donc, je pense qu'effectivement, le marché était très calme en début d'année. Et là, ça commence à reprendre petit à petit. Donc, il faut rester alerte parce qu'il y a pas mal de projets qui démarrent en ce moment. Tac. Ok. Une question aussi d'Aurélie, très concrète. En tant qu'assistante administrative, peut-on s'inscrire sur Sixième Homme? Alors, vous pouvez, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de missions de ce type. On est vraiment plus focus sur des missions conseil. Donc, je pense pas qu'on aura ce type de mission assez de manière fréquente. Par contre, je peux vous conseiller Malte, qui est une plateforme très généraliste et sur laquelle je pense que vous pouvez trouver pas mal de missions de ce type. Ouais. Tac. Parfait. Et après, il y a deux questions liées plutôt à des profils juniors. Comment un junior peut-il rivaliser avec des profils plus seniors? Et il y en avait une autre aussi sur est-ce compliqué pour un développeur junior de trouver ses premières missions? Alors, je dirais que c'est plus compliqué que pour un senior parce que généralement, quand on fait appel à un freelance, c'est pas pour le former ou pour passer beaucoup de temps à le manager. On veut quelqu'un généralement qui soit prêt. Après, vous pouvez être junior et vous pouvez être très bon en développement, très fort. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Si vous avez déjà passé des expériences intéressantes, il n'y a pas de raison pour ne pas trouver de mission. Et est-ce qu'un junior pourra rivaliser avec un senior sur les plateformes? Ben, ça va jouer, on va dire, sur le TGM. Si un client a un petit budget qui veut trouver un consultant intéressant, ben là, les juniors auront plus de chances parce qu'ils peuvent démarrer avec un TGM un peu plus bas que des seniors, le temps de faire leur marque, d'approfondir leur CV, après d'augmenter leur TGM. Donc, sur les plateformes, il y a deux choses qui font la différence. La première chose, c'est l'expertise. Donc, on va choisir celui qui répond le mieux aux besoins du client. Et la deuxième, c'est le TJM, donc celui qui va correspondre au budget annoncé par le client. Hop, parfait. Et bien, je crois qu'on a fait le tour. Tac. Et après, pareil, avez-vous des missions orientées marketing chez Sixième? Oui, oui, on en a pas mal, surtout du marketing digital, mais on a assez souvent des missions orientées marketing, oui. Ok, parfait. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. On a répondu quasiment à tout. Et là, il y en a une dernière de Sarah. Par quel type de mission est-il intéressant de commencer lorsqu'on est dev junior? Par exemple, création de site internet pour un restaurant.
Je pense pas que ce soit les missions les plus valorisées pour un développeur, ce type de mission, même si c'est des missions très intéressantes. Je pense que si vous voulez avoir un profil intéressant en tant que développeur freelance, il faut faire des missions longues auprès de grands comptes ou de comptes de taille intermédiaire, parce que c'est ce qui va vraiment valoriser votre compte, le fait d'avoir vu des projets assez grands, de grande envergure, dans des contextes un peu plus compliqués que des sites de restaurants ou de petits business. Donc, je pense qu'il faudrait mieux valoriser ce type d'expérience que des petites missions que vous pouvez peut-être faire en parallèle si ça rentre dans votre capacité. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour parce qu'il y a d'autres éléments mais qui vont recroiser avec ce qu'on a pu dire. Hein. Donc, en gros, n'hésitez pas à consulter et à échanger avec Sixième Homme pour être accompagné et bénéficier de toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Pour ceux qui ont trouvé leur mission ou sont déjà freelance et galèrent sur la partie rémunération, projet perso, etc., venez nous voir. On va vous aider pour vous libérer du temps et vous accompagner dans votre vie d'indépendant, puisque ces sujets, de 1, faire votre mission, 2, en trouver d'autres, c'est hyper prenant. Et l'idée, c'est que vous puissiez maximiser votre énergie sur ça, ce qui est quand même la raison d'être, et le reste, qu'on puisse vous aider au maximum. Donc, merci à tous. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est bon. Merci tout le monde pour votre présence. Ah oui, il y avait une dernière question sur laquelle tu es en train de répondre, Omar, et je pense que ce sera la dernière. En combien Ouais, de j'étais en train de temps répondre par écrit, mais généralement, ça va dépendre des missions qu'on a en cours. Mais si vous êtes disponible et que vous correspondez un peu au type de mission qu'on propose, ça peut aller assez vite. Donc, un peu moins d'un mois, on va dire, pour trouver sa première mission. Ok. Super, parfait. Je pense qu'on est bon. On a fait le tour des questions. Merci à tous Merci à pour tous. votre présence. Merci Omar. On vous envoie le replay vidéo tout de suite par mail. Vous aurez tout. Voilà, prenez tous les liens qu'on vous a partagés dans le chat. Vous pouvez nous ajouter aussi sur LinkedIn. N'hésitez pas et surtout, venez nous voir. Hein. Vous serez accompagné de nos équipes chez Sixième Homme, chez Jump, pour qu'on vous aide. Hein. Moi, ce que je dis souvent, c'est vous pouvez pas tout faire hein, en étant entrepreneur. Les bons entrepreneurs sont toujours bien entourés. Et l'idée, c'est d'avoir les bons partenaires qui vous aident dans votre activité pour aller plus loin et le faire mieux. Voilà. Merci tout le monde. Merci Omar. Bon Merci. appétit, ceux qui n'ont pas mangé. Bonne journée, bonne Bonne semaine. journée. C'est bientôt l'été, même si à Paris c'est compliqué cette semaine, mais c'est bon. Dès la semaine prochaine, on sera bon. Merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir tout le monde.